Salut à tous, c'est Frédéric Delavier. Ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler de traction, pour vous parler de musculation, mais aussi pour vous parler d'évolution humaine et de morphologie, et pour mettre de la lumière et essayer de comprendre pourquoi certaines personnes sont bonnes en traction, en dehors de la masse musculaire qu'ils auraient pu développer ou même de la capacité à mobiliser d'une façon nerveuse tous leurs muscles, mais par leur morphologie osseuse, pourquoi certaines personnes sont plus ou moins prédisposées à être très forts en traction, à être doués en traction, et cela même en dehors du fait qu'ils s'entraînent depuis longtemps et avec beaucoup d'intelligence. Alors, c'est inné quasiment chez certaines personnes, cette capacité à faire des tractions, c'est lié à leur morphologie. Vous allez comprendre que la morphologie osseuse d'un individu a une importance très importante sur la capacité à se tracter avec puissance sur une barre à traction, et que cette capacité à se tracter avec puissance, c'était une faculté qu'avaient nos ancêtres par leur morphologie musculaire, leur capacité à avoir beaucoup de muscles, à monopoliser beaucoup de fibres musculaires rapides d'un coup, mais surtout aussi par leur structure morphologique, anatomique, osseuse, qui leur permettait de grimper avec puissance. Alors, quand nous regardons des chimpanzés, par exemple, en comparant le chimpanzé à l'homme, le chimpanzé qui est, bien sûr, un cousin, l'homme ne descend pas du singe, l'homme est un singe, et le chimpanzé a un ancêtre commun avec nous qui a 6 ou 7 millions d'années. Bien sûr, cet ancêtre commun qui a fait d'un côté la branche des chimpanzés communs et des bonobos, et de l'autre celle des humains, en passant avant par tout un ensemble d'espèces, bien sûr, comme les australopithèques dont on va parler. Cette séparation s'est faite il y a 6 ou 7 millions d'années, mais la séparation ne s'est pas faite d'un coup, il y a toujours eu un peu de métissage entre les deux branches jusqu'au moment où elles n'étaient plus compatibles, et en même temps, géographiquement, elles s'étaient un peu éloignées. Donc, si vous remarquez un chimpanzé, il a des humérus courts et il a un radius ulna ou radius cubitus extrêmement long, ce qui donne ce bras étrange avec un bras en haut très court et un avant-bras très long, ce qui est une morphologie absolument pas humaine qu'on peut rencontrer chez certains individus comme moi. C'est pour ça que je suis bon en traction d'ailleurs, c'est pas que musculaire, j'ai tout un ensemble de caractéristiques qui font de moi un champion de traction, c'est pas que je l'ai voulu, c'est que je l'ai pu avant tout, et j'ai ce rapport avant-bras-bras très favorable à la traction qui rappelle très bien la morphologie des chimpanzés. Alors, cette capacité à bien se tracter est souvent liée au fait d'avoir cet humérus court qui est un levier exceptionnel, excellent pour tracter avec puissance, puisque plus le levier, plus l'humérus sera court, plus le mouvement sera puissant, et plus l'humérus sera long, plus il y aura de difficultés à se tracter. Ça va, c'est l'équivalent de fémur long, fémur court. Tout ça, c'est une question de levier. Donc, à taille égale de bras, deux individus ayant des bras de taille égale, celui qui aura un ratio humérus et radius cubitus plus favorable avec un humérus court et un radius cubitus long, celui-là, même à taille égale de bras, sera plus fort en traction que son copain parce qu'il aura un meilleur levier pour pouvoir se tracter en compétition de traction ou bien dans les arbres. Bien sûr, il faut aussi avoir une main adaptée à l'accrochement, nous avons perdu cette capacité, mais il faut savoir que la morphologie osseuse du bras a une grande importance dans
la capacité à être puissant ou pas en traction. Alors là, j'ai un petit schéma pour vous montrer. Hein. On voit, je pense qu'on va le retrouver, un humain classique hein, qui fait ses tractions. C'est le guide des tractions, mais vous l'avez aussi dans les autres bouquins. Et vous voyez ça, c'est un humain classique avec un numérus relativement long et un radius ulna relativement court, hein, qui est typiquement humain, primate humain, alors que chez les singes, le rapport va s'inverser, l'humérus va être plus court et le radius ulna va être beaucoup plus long. Alors, ce radius long chez l'humain, cet humérus long chez l'humain et ce radius cubitus court va avoir quand même des avantages, même s'il ne favorise pas la traction, il va quand même favoriser l'utilisation d'outils et le fait de pouvoir apporter facilement des choses à la bouche, comme le fait de pouvoir manipuler des choses hein, sans que les avant-bras soient trop éloignés du corps. Donc ça facilite quand même beaucoup de choses, la manipulation d'outils, hein, puisque quand vous avez des outils à faire, si vous avez des avant-bras très longs, c'est un peu gênant. Bien sûr, heureusement, l'homme a en général des bras relativement courts par rapport à un primate, et le primate avec ses très grands bras n'est pas favorisé pour la manipulation d'outils, puisqu'il a des bras qui vont faire qu'il va être obligé de faire des grands mouvements, et le fait d'avoir des grands avant-bras, c'est pas le top pour manier des outils, puis c'est encore moins facile pour amener des trucs à sa bouche. C'est le problème d'être un grimpeur hein, et de survivre dans les arbres. C'est sympa, on peut utiliser ses bras, mais pour les manipulations proches, c'est déjà un peu moins sympa d'avoir des super grands bras, comme les singes. Alors, ce rapport humain avec un numérus long et un avant-bras, on va dire, court, ne facilite pas le grimper, mais facilite bien d'autres choses. Chez les singes, nous avons un rapport complètement différent, avec, bien sûr, des variations et des grands membres supérieurs, donc de grands bras, mais de grands bras avec, si je les trouve ici, un rapport humérus, radius cubitus, complètement changé. Alors là, je vais vous montrer ça, c'était pour montrer les fessiers à la base, mais on le voit très bien d'ici. Ici, vous avez un gorille femelle debout, et quand on calcule ici, vous voyez le cubitus ou l'ulna, l'ulna est plus grand que l'humérus, un peu plus grand. Et alors sur celle-là, mais elle peut être des fois un peu, il y a tout le temps des variations. Donc, et en plus, il a de très très grands bras pour sa taille. Donc, des bras très grands avec un rapport radius court et humérus court et radius cubitus long. Et quand nous avons un australopithèque, qui est un de nos ancêtres, même s'il est petit, hein, il a de très longs bras, mais il conserve quand même, en général, alors celui-là, c'est un australopithèque relativement ancien, il a quand même un numérus relativement court, avec un radius et cubitus long. Donc il a encore une morphologie du grimpeur, bien que la taille de l'avant-bras s'est déjà réduite parce qu'il manipule des bâtons et il a donc besoin il n'est plus un grimpeur total et il ne passe pas sa vie dans les arbres. Alors, les gorilles ne passent pas leur vie dans les arbres, mais ils grimpent souvent. Et s'ils n'attrapent pas la bonne branche, ils se tuent. Alors chez les chimpanzés, hein, eux, ils ont vraiment un numérus très court et un radius cubitus très long en proportion. Et si vous prenez un homme il a des grandes jambes et des bras relativement courts par rapport à la taille de ses jambes, par rapport à la taille de son corps, mais le ratio humérus radius cubitus, radius ulna, est complètement modifié avec un humérus relativement long et un avant-bras relativement court, ce qui facilite les manipulations précises, mais ce qui n'est pas efficace pour se tracter avec puissance dans les arbres. Et de toute façon, il n'en a plus rien à foutre, puisqu'il ne grimpe plus dans les arbres, il a dégagé tous les prédateurs,
il n'a plus à se réfugier dans les arbres. Le fait de pouvoir tenir avec fermeté des gourdins ou lancer avec puissance lui a permis d'éloigner tous les prédateurs et à ce moment-là, de ne plus avoir à se réfugier dans les arbres, donc plus de pression sélective, modifiant la structure des membres supérieurs, donc raccourcissement des membres supérieurs et modification du ratio humérus, radius, ulna. Donc, bras, avant-bras. Bras court, bras long, avant-bras court chez l'homme. Bras court, avant-bras long chez les singes grimpeurs et encore chez nos amis les australopithèques. Alors, maintenant, c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont champions de traction, c'est parce qu'ils ont cette morphologie. Donc, personne ne vous l'explique. Malheureusement, peu de youtubeurs vont s'amuser à vous expliquer ça, puisque ce ne sont pas des chercheurs, ce sont des gens qui répètent bêtement le plus souvent des études sans les comprendre, qui ne font même pas eux-mêmes de recherche, qui ne font que recracher ce qu'ils ont entendu. Malheureusement, ils recrachent ce qu'un autre youtubeur a entendu d'un autre youtubeur, qu'il a entendu d'un autre youtubeur, qui vous sort une étude qu'il a lue et mal comprise. Donc t'imagines à la fin ce que ça donne comme niveau quand tout le monde écoute le youtubeur à la mode qui n'aura rien pigé, puisqu'il y aura eu avant lui des filtres de youtubeurs stupides qui n'auront rien compris au fonctionnement de la machine humaine et à l'étude qu'ils auront lue. Donc moi, je vous fais le boulot. Alors, je vais vous parler un peu maintenant des découvertes scientifiques que j'ai faites, grandes découvertes. Alors, grande découverte, c'est sympa parce que pendant 2 ans, j'ai étudié Célibat qui est un australopithèque tardif qui a presque 2 millions d'années, donc il est relativement récent. C'est ce qu'on pourrait appeler un chaînon manquant ou une phase de transition entre les australopithèques encore arboricoles et les hommes totalement bipèdes ne grimpant plus dans les arbres. Célibat grimpe encore dans les arbres, mais il a perdu beaucoup de capacité à grimper dans les arbres. Il est moins à l'aise, il tombe plus souvent, donc il se blesse et il meurt plus souvent, mais grâce à certaines capacités de la morphologie, entre autres de son membre supérieur, il a gagné une certaine invulnérabilité au sol contre les grands prédateurs. Il faut savoir que les zones de savane arborée où vivaient nos ancêtres, ça ressemblait un peu au Kenya, on va dire, au grand parc où tous les touristes font des photos d'animaux sauvages et font des photos parfois de lions et de fauves, mais il faut savoir que le nombre de fauves était entre 4, 5, 6, 7 fois plus important à l'époque que maintenant, puisque nous avons tous tué, nous les humains, qui sommes de super prédateurs, bien sûr, grâce à nos capacités à taper avec des gourdins, à lancer après des saguets, ou des cailloux et après des saguets, et ensuite, grâce à nos mains, de fabriquer des outils technologiques permettant de tuer à distance en leur tirant dessus ces fauves qui sont particulièrement dangereux et qu'il faut éliminer parce qu'ils peuvent nous bouffer et ils sont pour cela en général par le local à éliminer. Donc je vais vous parler un peu de Célibat et vous montrer comment nous avons évolué, et c'est en refaisant Célibat grâce aux squelettes que m'ont envoyé les Sud-Africains que je me suis aperçu récemment qu'il avait cette particularité propre aux hommes d'avoir, même s'il avait encore de très grands bras pour aller chercher les branches, son ratio radius humérus ulna, donc bras avant-bras, s'était vraiment rapproché du ratio humain avec un radius long et un avant-bras plutôt court, alors pas si court que ça, mais quand même plus court, même s'il avait conservé 2 grands bras. Le ratio, on va dire, avant-bras-bras, était déjà bien plus proche de celui de l'homme, ce qui montrait qu'il avait perdu beaucoup de puissance pour grimper. D'ailleurs, il ne pouvait pas se tirer avec puissance, puisqu'il avait des mains humaines, donc des mains qui agrippent moins bien les branches, donc plus petites, sans la forme des doigts en crochet.
ce qui le rendait plus instable dans la prise, et donc il devait tomber plus souvent, mais au sol. Cette capacité à fermer le poing lui permettait de prendre des bâtons, des gourdins, et au sol de devenir invulnérable contre tous ces fauves, qui étaient beaucoup plus nombreux que maintenant, qui arpentaient la savane africaine en quête de nourriture, et un singe bipède, encore un peu arboricole, aurait été une proie facile s'il n'avait pas pu donner de grands coups verticaux avec des bâtons, le rendant quasiment invulnérable, puisque je vous l'ai déjà expliqué, les singes, les chimpanzés ont une énorme puissance musculaire parce qu'ils ont une ramification nerveuse beaucoup plus simple que celle des hommes au niveau des bras. Ils ont quelques commandes nerveuses commandant tout un ensemble de muscles, qui fait que quand ils balancent l'information, c'est toutes les fibres musculaires qui vont se contracter pour tracter avec puissance, alors que l'homme, lui, a tout un ensemble de réseaux nerveux pour pouvoir travailler avec modulation, et acquérir de la force pour un être humain est une véritable problématique, puisqu'il doit travailler avec modulation pour faire des outils ou lancer avec précision et pas faire des gestes de bourrin. Et devenir puissant avec des gestes de bourrin demande tout un apprentissage psychomoteur pour commander par ces multiples commandes nerveuses toutes les fibres musculaires permettant la contraction, alors qu'un singe, lui, il a une seule commande, ou il n'en a pas beaucoup, qui commande tout un ensemble de fibres musculaires, ce qui fait qu'il est beaucoup plus puissant, mais beaucoup moins capable de travailler avec modulation et précision pour saisir des objets et jouer de la guitare ou taper à la machine. Bon, en plus, son cerveau ne peut pas le faire. Donc, c'est intéressant de comprendre. Donc, Célibat, lui, avait déjà cette capacité, cette morphologie presque humaine, parce qu'il avait cette capacité à fermer son poing, et à descendre au sol. Il passait moins de temps dans les arbres, il y montait pour s'y réfugier sûrement la nuit, mais beaucoup moins souvent, et il avait perdu cette capacité à sauter de branche en branche, puisque ses mains ne pouvaient pas agripper avec autant de puissance qu'une main d'un chimpanzé, et c'était problématique en sautant de branche en branche, avec l'accumulation de l'énergie cinétique dans le corps. La prise avec une main humaine n'est pas valable, et il se serait pété la gueule, sa main aurait lâché, alors que les chimpanzés ont des crochets, des fléchisseurs courts, et ils s'attrapent et ils s'accrochent facilement. C'est pour ça que quand je vois des idiots dire qu'ils reviennent à l'instinct primal et regardez, je me déplace dans les arbres comme un chimpanzé, c'est oublier que globalement nous n'avons pas de crochets au bout des mains, donc une rétraction des doigts quand on porte la main en extension parce que les fléchisseurs des doigts sont courts, ce qui nous empêche de tenir avec force, avec force en tout cas, avec sûreté des mains, puisque les chimpanzés n'ont même pas de force, ils se contractent un peu, mais ils ont surtout une fermeture non musculaire, mécanique des doigts comme des crochets. Donc c'est intéressant. Donc maintenant je vais vous lire un petit article sur Célibat pour vous expliquer l'évolution de Célibat avec des petits schémas pour que vous compreniez notre évolution. Ça vous fait peut-être chier, mais c'est intéressant de comprendre qui nous sommes et d'où nous venons. Alors Célibat, qui est évidemment un ancêtre qui a 2 millions d'années, voilà à quoi ça ressemble. Vous voyez, c'est bipède, mais c'est encore de très grands bras, et ça a une main presque humaine. C'est pas une main de chimpanzé avec des grands doigts et un petit pouce. Le pouce s'est allongé, les doigts se sont rapetissés, et il garde encore de grands bras, même si son épaule est une épaule de chimpanzé. Quasiment, il peut encore lever le bras, mais il a un rapport humérus-radius ulna qui est très proche de celui des hommes. Alors, on voit qu'il a un grand bras là, par rapport à ses jambes. Il n'a pas les jambes encore super longues, il a un bassin presque humain. Et maintenant, vous l'avez vu de dos. Alors, de dos, c'est plus impressionnant parce qu'on voit vraiment. Et vous avez vu que son numérus, c'est particulièrement allongé. Alors, la vue est un peu du dessus, mais il s'est particulièrement allongé. Il a des très longs bras comme un chimpanzé ou même un gorille, sauf que le rapport bras-avant-bras s'est modifié pour devenir presque humain. Il a des grands bras, mais des bras avec un rapport bras-avant-bras presque humain. Il continue à grimper, mais
ces bras ont perdu cette capacité à tirer avec puissance par un levier humérus défavorable à la traction. Donc, maintenant que je vous ai montré qui était notre ancêtre probable et à quoi ressemblaient nos ancêtres, vous voyez, ils ne sont pas super sexy, mais eux se trouvaient beaux, je vais vous lire un petit texte pour comprendre cela qui va plaire aux paléontologues et aux biomécaniciens, pas forcément aux sportifs, mais si vous avez les couilles bien accrochées, vous allez me suivre. Alors, ce petit texte s'appelle Australopithecus sediba, une étape fonctionnelle dans la transformation du membre supérieur humain. Introduction. L'évolution humaine est souvent représentée comme une succession relativement simple. Les premiers hominidés auraient progressivement, les premiers hominines auraient progressivement abandonné les arbres, leurs bras se seraient raccourcis et leurs mains seraient devenues des instruments de manipulation. L'anatomie d'Australopithecus sediba, vieux de 1,980 000 ans, 1 980 000 ans, donc 1,98 million d'années, suggère une histoire beaucoup plus subtile. Selon l'explication de Frédéric Delavier, votre serviteur, qui s'avère particulièrement logique lorsqu'on met en relation la biomécanique, l'écologie et la prédation, la locomotion arboricole et l'évolution de la main, l'Australopithèque sediba pourrait représenter une phase de transition fonctionnelle. Le membre supérieur reste suffisamment long pour permettre l'escalade, aller chercher des branches, mais sa géométrie et celle de la main commencent à se libérer des contraintes imposées par la locomotion arboricole extrêmement spécialisée. Il ne s'agirait donc pas d'un passage brutal de singe arboricole à hominine terrestre, mais d'un compromis évolutif, une sorte de chaînon manquant, un terme qui est vieux, mais qui est dans l'inconscient collectif de tous. 1. Le point essentiel. Un bras long ne signifie pas nécessairement un bras de grimpeur spécialisé. L'un des pièges de l'étude des proportions des hominines consiste à regarder uniquement la longueur totale du membre supérieur. Là, c'est pour me moquer un peu de mes collègues. Qui sont diplômés. Lucie, par exemple, possède un indice intermembral d'environ 84,6 contre environ 71,8 chez l'être humain moderne. Son membre supérieur reste donc beaucoup plus long relativement à son membre inférieur. Cela ne signifie pourtant pas que toutes les espèces possédant des bras longs possèdent exactement la même mécanique de locomotion. Il faut décomposer le bras: humérus, radius, ulna, poignet, main. Cette répartition de la longueur entre ces segments, c'est la répartition de la longueur entre les segments qui permet de comprendre en partie une partie de la transformation. L'indice brachial classique est IB égale longueur du radius par la longueur de l'humérus multiplié par 100. Je m'en fous un peu des calculs, vous avez remarqué, ça me casse les couilles. Mais je les perçois très bien puisque je fais des recherches et je trouve. Chez les humains, je vis dans un monde sans calcul quasiment, juste en comparaison. Chez les humains actuels et en force, la moyenne rapportée dans un échantillon classique est d'environ 74,7 contre 92 chez le chimpanzé et 80,6 chez le gorille. Alors on voit que le chimpanzé, lui, a des avant-bras beaucoup plus longs, le gorille un peu plus petit, et l'homme, ça s'est vraiment raccourci. Autrement dit, l'évolution humaine est caractérisée par une tendance générale vers un avant-bras relativement moins long. Une étude biomécanique récente résume d'ailleurs cette évolution par un déplacement des indices brachiaux vers des valeurs plus faibles. Les australopithèques occupent globalement une position intermédiaire entre le chimpanzé et humain avant une évolution supplémentaire chez Homo. C'est d'ailleurs pour ça, vous dites PubMed, ça fait bien, mais c'est d'ailleurs pour ça que les hommes ayant un humérus court sont souvent très forts en traction. Ben voilà. Et puis ils vont être au passage forts en développé couché s'ils ont un humérus court, si en plus leurs avant-bras
sont courts. Comme ça, ils n'auront quasiment pas de descente, puisqu'en développé couché, ça revient pareil. Si tu as un numérus long, tu vas descendre très bas et le levier, il n'est pas top pour repartir. C'est comme quand tu portes un poids ici, tu le portes là-bas, c'est beaucoup plus facile de le porter près du corps. Donc, il faut le comprendre. Donc, le même problème se pose dans tous les mouvements, bien sûr, mais le comprendre à la traction, c'est déjà ça. Sediba, un bras encore plus long, mais une architecture, un bras encore long, mais une architecture déjà particulière. Chez Australopithecus sediba, le membre supérieur reste clairement primitif, sous plusieurs aspects. Alors, il y a plusieurs squelettes. MH2, alors c'est MH2, mais ils en ont fait un avec l'ensemble. Ils en ont plusieurs, et puis ils en ont monté un parce qu'ils se ressemblent un peu. Possède un membre supérieur remarquablement complet, comprenant notamment humérus, radius, ulna, scapula et clavicule. Les analyses de Schwarzschild, alors je ne sais pas le chef d'État, et ses collègues concluent que le membre supérieur, en dehors de la main et du poignet, conserve une importante capacité de grimper et de suspension. Les proportions générales sont encore nettement australopithèques, bras relativement longs, surface articulaire importante et un indice brachial élevé. La valeur générale donnée pour Sediba est d'environ 84. C'est une donnée particulièrement intéressante. Un indice de 84 est nettement supérieur à la moyenne classique des 74,7 et inférieur à la moyenne du chimpanzé de 92, proche de la zone occupée par plusieurs australopithèques. On peut donc avoir simultanément un bras relativement long, plus un avant-bras encore relativement long, plus bipédie, plus escalade régulière. Ce n'est pas contradictoire. Donc ce qu'on voit, c'est qu'il a une morphologie, il a un bras long comme un chimpanzé, mais par contre, il a une modification du rapport avant-bras, bras, moins propice au grimpé, mais qui va être plus propice à la manipulation d'objets, et particulièrement à la saisie. Alors déjà, apporter de la nourriture à sa bouche, communiquer entre individus, échanger des choses, et puis surtout, c'est plus sympa grâce à cette main qui se ferme pour frapper avec puissance. Cela signifie simplement que la transformation de la locomotion humaine n'est pas une simple réduction uniforme des membres supérieurs, et c'est donc aussi une modification des rapports bras-avant-bras. Lucie et les australopithèques montrent déjà que le problème est celui des proportions. Chez A. afarensis, les proportions du membre supérieur sont elles-mêmes particulières. Les estimations de la longueur du radius de Lucie ont également été discutées. Selon les reconstitutions, elles vont approximativement de 174 à 215 mm, donc de 17 cm à 21. Cette incertitude est importante et interdit de fabriquer une courbe évolutive artificielle précise à partir d'un seul individu. Mais le phénomène général est robuste. Les australopithèques possèdent des membres supérieurs longs, tout en commençant à présenter des proportions différentes de celles des grands singes actuels et se rapprochant de celles des hommes. Une analyse comparative de l'avant-bras montre notamment que les estimations non extrêmes de Lucie présentent un indice antébrachial relativement bas par rapport aux grands singes et davantage proche de la condition humaine. C'est précisément ici que l'analyse de Delavier prend tout son intérêt. La sélection peut conserver la longueur totale du bras pour permettre de grimper, donc saisir une branche, un grand bras, tu saisis une branche qui est loin, donc tu as la branche, tu ne tombes pas, tout en modifiant progressivement la proportion entre humérus et avant-bras. Tu vas perdre de la puissance, mais tu vas quand même aller chercher la branche. On s'en fout, on n'est plus en train de sauter de branche en branche, mais il faut quand même aller chercher les branches. Le bras reste long parce que l'arbre reste utile, mais sa mécanique peut changer parce que l'animal ne dépend plus autant de la locomotion arboricole dynamique. Il ne saute plus de branche en branche, il y grimpe juste pour s'y réfugier. C'est un peu différent. Le levier conserve un bras long, tout en modifié. Le levier. Conserver le levier, donc c'est conserver un bras long tout en modifiant la mécanique de la traction. La mécanique élémentaire du problème repose sur le moment de la force. M égale F multiplié par petit d, des trucs que je déteste.
Vous savez que moi j'analyse, je perçois sans calculer. C'est une chance, c'est pas à l'instinct en vérité, hein, c'est de la comparaison. Je le ressens, si vous voulez, j'ai beaucoup d'images dans ma tête et je le ressens, je suis un visuel et je ressens aussi la force des choses, la résistance des matériaux. Où F représente la force musculaire et D le bras de levier. La question n'est donc pas simplement quelle est la longueur du bras, mais quelle est la géométrie du système lorsqu'il doit produire une force de traction. C'est là que c'est intéressant pour les champions de traction. Dans le modèle de Delavier, la réduction relative de certaines dimensions de l'humérus chez les hominines plus terrestres constitue une modification importante de cette géométrie. Cela permet de comprendre pourquoi deux animaux peuvent avoir des membres supérieurs globalement longs, tout en possédant des capacités très différentes pour tirer fortement sur une branche, se suspendre, transférer brutalement le poids du corps, hein, hop, quand on grimpe. L'Australopithèque, il a une réduction, donc il ne peut pas le transférer brutalement, il est obligé d'y aller plus doucement. Effectuer une traction dynamique, sauter d'une branche à l'autre, absorber une réception tout en conservant une prise. Eh bien oui, c'est là où notre ami Cédiba n'a pas toutes ses capacités. Hein. Il est obligé d'aller avec prudence, même s'il attrape facilement les branches, il va monter plus doucement puisqu'il va avoir pour son bras, pour son membre supérieur, d'autres fonctions. Il ne faut donc pas confondre amplitude d'accès à une branche et capacité mécanique à utiliser cette branche comme moyen de locomotion dynamique. La main est probablement la pièce la plus spectaculaire du changement. Main humaine, hein, je tiens un bâton et je te le fous sur la gueule. C'est ici que Cédiba devient particulièrement remarquable. Les os de sa main présentent une combinaison de caractères contradictoires en apparence. Les métacarpiens de la paume présentent une organisation trabéculaire compatible avec des contraintes de power grasping locomoteur, hein, il agrippe bien, mais il n'a pas des grands doigts. Hein. Tandis que les métacarpiens du pouce présentent une morphologie compatible avec une manipulation plus humaine. Les chercheurs décrivent explicitement cette combinaison comme une association de fonctions locomotrices arboricoles et de manipulation humaine. Il a encore la main un peu courbe, mais une réduction des doigts et un pouce qui s'est allongé, ce qui fait que quand il ferme la main, il fait ça, hein, il n'a pas de problème, il tient un bâton fermement. Là où un chimpanzé ou un grimpeur, lui, a sa main en crochet et un tout petit pouce, et quand il ferme sur le bâton il ne tient pas bien, il peut taper une fois, le bâton lui échappe. Une fois, il va taper très fort avec une prise qui n'est pas géniale, c'est pas génial pour défoncer la gueule d'un prédateur ou d'un pote, hein, quand tu as cette main de grimpeur. Hein. Donc tu tapes comme ça, hein, avec la paume, hein, tu le défonces, mais tu ne peux pas le taper avec un bâton. Autrement dit, la main n'a pas simplement cessé d'être une main de grimpeur, elle semble avoir commencé à devenir une main polyvalente. Une étude biomécanique par simulation conclut également que Cédiba possédait le potentiel mécanique nécessaire à plusieurs prises importantes pour les comportements liés aux outils. Bon, alors objectivement, cette étude, elle est bien, mais c'est quand même très rudimentaire. Il ne devait pas encore être au top pour faire des outils, puisque le fait de grimper dans les arbres demande quand même beaucoup de puissance et il n'a pas encore cette ramification nerveuse, hein, ce système de ramification nerveuse, plein de connexions nerveuses pour diriger plein de fibres différentes pour travailler avec modulation, puisque comme il grimpe, il a intérêt encore à avoir cette puissance de traction d'un coup et d'avoir une moindre différenciation des réseaux nerveux dans le bras, hein, permettant la modulation, puisque lui grimpe encore. Donc ils ne connaissent pas tout, il leur manque un peu de données que j'ai dans ma petite cervelle, entre autres, et aussi dans la bibliothèque d'Harvard, et aussi dans les labos d'Harvard qui ont fait de très belles... c'est les meilleurs à Harvard, hein, sur l'évolution humaine et la primatologie. En tout cas, sur la primatologie, ils ont les meilleurs labos et ils font trimer leurs étudiants et ça leur rapporte beaucoup d'argent. Une étude publiée en 2024 sur les insertions musculaires va encore dans cette direction. Les anthèses de Cédiba indiquent des activations musculaires compatibles avec un ensemble d'activités manuelles proches de celles observées chez des homos plus récents, alors que A. afarensis et A. africanus présentent une mosaïque plus nettement mixte entre manipulation humaine et utilisation simienne de la main. Oui, Cédiba est vraiment un chaînon manquant. Sa main est vraiment, en vérité, une main humaine, mais à la base faite pour taper. Hein. Donc il a la capacité de faire des outils, mais visiblement son réseau nerveux ne va pas lui faciliter la tâche.
Une main moins spécialisée pour l'accrochage peut devenir meilleure pour saisir un objet. C'est ici que l'hypothèse de Delavier devient particulièrement intéressante et indéboulonnable. Une main spécialisée pour la locomotion arboricole doit être excellente pour accrocher, supporter le poids, résister à la traction, conserver la prise pendant le mouvement. Une main spécialisée pour la manipulation doit être excellente pour fermer, stabiliser, orienter, serrer, contrôler un objet. Ces deux fonctions se recouvrent partiellement, mais elles ne sont pas identiques. Les doigts courbés et les adaptations locomotrices des australopithèques constituent donc un compromis différent de celui d'une main destinée à manipuler des objets. Chez Sediba, les doigts restent courbés et témoignent d'une activité arboricole, mais la main est également plus compacte et présente plusieurs caractères dérivés. Alors, la littérature récente décrit ainsi Sediba comme un cas particulièrement net de mosaïque entre locomotion et manipulation. Le bâton, l'hypothèse fonctionnelle de Delavier. À partir de cette mosaïque anatomique, Delavier propose une interprétation comportementale intéressante. Si l'hominine continue à grimper, mais perd progressivement certaines caractéristiques optimisées pour l'accrochage dynamique, il faut expliquer pourquoi cette transformation est sélectionnée. Une possibilité particulièrement cohérente est le développement d'une utilisation croissante de la main pour tenir et manipuler des objets. Le bâton constitue alors un objet extrêmement particulier et salvateur. Il transforme le bras en prolongement mécanique de la main. Une prise ferme permet de maintenir l'objet dans l'axe du mouvement et de transmettre une force répétée. Dans ce modèle, les mêmes chaînes musculaires générales qui participent au mouvement puissant du membre supérieur pour tracter peuvent être utilisées dans une nouvelle fonction, frapper, repousser, déplacer ou manipuler un objet. Il faut néanmoins distinguer ici l'hypothèse de la preuve. Nous n'avons pas de fossiles montrant Sediba tenant un bâton, évidemment, puisque les bâtons, ça se détruit. Ça ne reste pas la fossilisation, et surtout sur un cadavre d'Australopithèque, ça va se détruire. On ne trouve pas les végétaux, on en trouve peu. Carbonifères, si dans les mines, mais c'est particulier. Mais cette hypothèse n'est pas biologiquement absurde. Au contraire, elle fournit une explication fonctionnelle possible et possiblement vraie à une association anatomique réelle. Une main encore capable de grimper, mais présentant déjà des caractéristiques compatibles avec une manipulation plus avancée. Pourquoi cette transformation pourrait être favorisée par la savane arborée? Le changement écologique est fondamental. Sediba vivait dans un environnement sud-africain constitué d'une mosaïque de zones boisées et de milieux plus ouverts. Les dépôts de Malapa ont livré une faune comprenant notamment des grands carnivores, dont des félins à dents de sabre, dont, dans un tel environnement, l'arbre reste une ressource essentielle, mais le sol devient également incontournable. Et on est obligé de se déplacer d'arbre en arbre pour bouffer. Au passage, on peut même bouffer des animaux qu'on trouve ou des charognes encore fraîches. Le problème évolutif n'est donc plus comment devenir le meilleur grimpeur possible, mais plutôt comment rester suffisamment bon grimpeur tout en devenant beaucoup plus efficace au sol. Cette formulation change complètement l'interprétation de l'anatomie. Une adaptation qui réduit légèrement les performances arboricoles peut être sélectionnée si elle procure simultanément un avantage terrestre suffisamment important. C'est le principe classique du compromis évolutif. C'est-à-dire un désavantage pour un avantage qui est bien plus supérieur au désavantage. Donc si certains australopithèques se blessent et meurent en tombant des branches, ceux qui survivent au sol sont beaucoup plus nombreux que ceux qui tombent des arbres et qui meurent, d'où la conservation de ce système entre grimpeurs et frappeurs bipèdes. De la locomotion à la défense. Dans le scénario proposé par Delavier, la bipédie libère les membres supérieurs. Une main libérée peut alors faire quelque chose qu'une main engagée dans la locomotion quadrupède ne peut pas faire aussi facilement, tenir durablement un objet tout en se déplaçant. Cela ouvre la possibilité d'une nouvelle stratégie comportementale, déplacement bipède sur de longues distances, en se jouant un peu des prédateurs, main libre, objet de défense, avantage de survie. L'hypothèse devient particulièrement intéressante dans un environnement où la prédation constitue une contrainte importante. Il ne faut pas affirmer que Sediba était invulnérable aux prédateurs.
Ce serait évidemment excessif, mais un groupe capable de maintenir à distance certains petits ou moyens prédateurs grâce à des objets de pierre et des bâtons aurait pu bénéficier d'un avantage considérable favorisant sa survie. Le bénéfice potentiel est donc très supérieur à la simple capacité de fabriquer un outil. L'objet devient une extension du corps, une conséquence possible, une division fonctionnelle entre les sexes. La bipédie et le portage des jeunes induisent également une autre contrainte. Chez un quadrupède arboricole, le jeune peut participer directement à la locomotion en s'agrippant au corps de la mère. Avec une locomotion bipède prolongée, le problème change. Le nourrisson ne peut pas simplement être transporté de la même façon pendant la course. Dans ce scénario social, les femelles assurent une grande partie du transport des jeunes. Une spécialisation comportementale des mâles dans la défense du groupe devient concevable. Défense du groupe avec bâton, bien sûr. Il faut cependant rester prudent. Le dimorphisme comportemental précis des premiers hominines ne peut être directement observé dans le registre fossile. Alors là, c'est un peu une erreur parce que maintenant, avec les analyses de l'émail des dents, on peut, quand on a un crâne et un ensemble squelettique qui va peut-être avec le crâne, savoir si on a affaire à un mâle ou une femelle par la structure de l'émail qui indique si elle est une émaille masculine ou féminine, comme je vous l'ai dit. L'émaille masculine étant codée sur le chromosome Y, l'émaille féminine sur le chromosome X, les femmes ayant une émaille structurellement différente de celle des mâles, celle des mâles étant plus solide car les mâles ont besoin de s'affronter entre eux, alors plus les australopithèques mais leurs ancêtres, pour, avec leurs canines, se blesser, se mordre pour voir qui est le plus fort. Donc, ne pas avoir de casser les canines. Les australopithèques ont cassé les canines, mais ils ont conservé cet émail solide des mâles qui leur permettait de s'affronter entre eux pour créer une hiérarchie sociale et en même temps sélectionner ceux qui se reproduiraient le mieux avec les canines les plus grandes et surtout l'émail la plus solide pour agresser aussi les prédateurs et se défendre des prédateurs. L'intérêt du modèle, alors je termine, l'intérêt du modèle réside plutôt dans sa cohérence. Bipédie plus main libérée plus environnement dangereux égale vie sociale, plus jeune dépendant plus objet disponible. Crée ensemble une pression potentielle beaucoup plus forte que chacun de ces facteurs pris isolément. Célibat comme cousin de transition. Il serait scientifiquement excessif de qualifier Australopithecus célibat de chaînon manquant au sens d'un ancêtre démontré de l'être humain. Nous ne savons pas s'il est directement ancestral à Homo. En revanche, il possède exactement le type de mosaïque anatomique que l'on attend d'un animal placé près d'une grande transition évolutive. Comme je vous l'ai dit, si ce n'est pas notre ancêtre, c'est une branche très proche, un cousin très proche. Caractère Australopithèque, petit cerveau et corps, ils sont quand même costauds. On les a refaits, c'est quand même ils sont petits, mais ils sont très costauds. Membre supérieur relativement long, adaptation persistante à l'escalade, au grimpé, élément primitif du membre supérieur. Caractéristiques plus dérivées, bassin profondément remanié, je vous l'ai déjà expliqué pourquoi, locomotion bipède particulière, main présentant des caractères compatibles avec des manipulations plus humaines, certaines proportions et caractéristiques du squelette rappellent les premiers homos, particulièrement célibat. Voilà. Ce mélange est précisément ce qui rend célibat si précieux. Il ne montre pas nécessairement l'ancêtre direct de l'homme, il montre à quoi pourrait ressembler une population dominine engagée dans une transformation profonde de son mode de vie, d'un passage de l'arboricolisme à la vie à terre totale. La proposition générale de Delavier, l'hypothèse peut finalement être résumée sous la forme d'une chaîne évolutive, savane arborée, prédation, maintien de l'escalade, mais diminution de la nécessité d'une locomotion arboricole spécialisée, modification progressive des proportions du membre supérieur, conservation du bras suffisamment long pour atteindre les branches, réduction de certaines spécialisations de la main pour l'accrochage dynamique, augmentation de la polyvalence de l'appréhension, libération de la main par la bipédie, manipulation et utilisation croissance des objets, possibilité d'utiliser des objets comme prolongement mécanique du membre supérieur, avantage de défense, de manipulation,
d'aliments et éventuellement de compétition sociale, sélection accrue en faveur d'une main capable de fermer fortement et de contrôler les objets. Dans cette perspective, l'évolution humaine ne serait pas simplement l'histoire d'un animal qui descend des arbres, ce serait l'histoire d'un animal qui descend des arbres sans pouvoir encore se permettre de les abandonner. Il doit donc conserver un bras long, mais transformer progressivement ce bras. Il doit continuer à grimper, mais moins comme un chimpanzé. Il doit conserver une main capable de saisir une branche, mais progressivement devenir capable de saisir autre chose. Et surtout, il doit transformer une main qui servait principalement à s'accrocher en une main capable de saisir et d'agir sur le monde. C'est dans cette transition fonctionnelle que Australopithèque sediba devient particulièrement intéressant. En conclusion, les données anatomiques disponibles ne permettent pas encore de démontrer chacune des étapes du scénario que j'ai proposé, mais elles sont là en vérité, c'est parce que j'ai dit à l'IA, j'ai fait un très long discours, j'ai fait tout ce que j'avais dans le ventre, hein, mais je lui ai dit, faisons une proposition pour le mettre dans une page de magazine. En vérité, tout ça est vrai, hein, c'est pour faire universitaire. En particulier, l'utilisation défensive des bâtons par sediba reste une hypothèse et non une observation fossile directe. De toute façon, ce n'est pas possible de l'observer, hein, mais c'est factuellement grandement possible. Mais les différents éléments anatomiques sont remarquablement compatibles avec une idée centrale. La transformation de la main et du membre supérieur n'a pas nécessairement accompagné la disparition de l'arboricolisme. Elle a pu commencer alors même que l'escalade restait importante, que le grimper restait important. La présence simultanée d'un membre supérieur relativement long, d'adaptation persistante à l'escalade et au grimper, et d'une main présentant des caractéristiques compatibles avec une manipulation plus humaine, constitue précisément cette mosaïque. Les recherches modernes vont d'ailleurs dans le sens d'une évolution manuelle non linéaire. Sediba présente simultanément des signatures associées à la locomotion arboricole et à la manipulation, tandis que les australopithèques et les premiers homos montrent eux-mêmes des combinaisons différentes de ces caractères. L'idée essentielle devient alors: l'homme ne serait pas devenu terrestre en cessant d'être arboricole, il aurait d'abord modifié la fonction de ses membres supérieurs alors qu'il était encore contraint de grimper. Et l'australopithèque sediba, qu'il soit ou non directement ancestral, donc notre ancêtre, à l'homme, pourrait représenter l'un des exemples fossiles les plus spectaculaires de cette phase où l'arbre reste nécessaire, mais où la main commence déjà à appartenir à un animal dont le futur se joue de plus en plus au sol. Voilà, petite vidéo de 47 minutes, comme les vieilles vidéos que je fais, qui sont pour les sportifs, mais qui sont aussi pour les types qui passent des examens, des thèses, ou les passionnés de biomécanique. En tout cas, j'espère que vous aurez compris d'où l'on vient et comment nous nous sommes modifiés. Hein. Et c'est intéressant de comprendre comment étaient nos ancêtres. C'était Fred Delavier, je vous aime et paix sur terre mes frères et sœurs, paix sur terre.